La haine ne construit pas un État. Mais la paix construit des nations. Grand angle, Analyse et commente les événements en Afrique. une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique. Grand angle Une émission hebdomadaire présentée par Zine Charpaoui est réalisé par Khaled Hamdani. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Nous sommes le mardi 10 décembre 2024. Bienvenue dans Grand Angle, une émission hebdomadaire de 52 minutes destinée à décrypter les dynamiques politiques, économiques et sécuritaires qui façonnent l'Afrique. Le numéro d'aujourd'hui est consacré à la conférence sur l'éducation en Afrique qu'abrite la capitale mauritanienne Nouakchott. Conférence à laquelle participe le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Le numéro d'aujourd'hui est intitulé « Une éducation de qualité et pour tous, le grand défi africain ». Nouakchott abrite depuis hier une importante conférence de l'Union africaine sur l'éducation placée sous le thème « Éduquer une Afrique adaptée au XXIe siècle ». La manifestation à laquelle participe le président Abdelmadjid Tebboune vise plusieurs objectifs. Étalée sur 3 jours, la conférence continentale de Nouakchott devrait offrir aux pays participants l'opportunité de prendre de nouveaux engagements en faveur du financement et de l'extension des modèles réussis et des solutions innovantes dans le domaine de l'éducation en Afrique. Le rendez-vous de la capitale mauritanienne intervient dans un contexte continental marqué par des progrès, notamment l'élargissement de l'accès à l'éducation au cours de la dernière décennie. Cependant, il reste encore de nombreux défis à relever pour garantir une éducation de qualité, équitable et inclusive. En quoi cette conférence de l'Union africaine sur l'éducation est-elle importante ? Quelle est la situation du secteur de l'éducation en Afrique ? Pourquoi le président de la République a-t-il choisi de participer à cette conférence africaine sur l'éducation ? Comment se portent les relations algéro-mauritaniennes ? C'est ce dont nous allons débattre avec mes invités. Et pour en parler, il y a avec nous en direct depuis Oran le Dr Ahmed Ben Saada, enseignant universitaire, auteur et observateur avisé de la scène politique africaine. Il y a également avec nous en direct depuis Nouakchott la correspondante d'Ifriqiya FM, Maria Traoré. Nous serons aussi accompagnés dans ce numéro dédié à la coopération algéro-mauritanienne par Mokrana Touarabi, journaliste politique. Mokrana Touarabi travaille beaucoup sur les questions sécuritaires en Afrique. Comme souvent dans les numéros de Grand Angle, il y aura avec nous également Ahmed Kateb, ancien directeur de Canal Algérie et actuellement chercheur en sciences politiques. Alors, la bienvenue à vous quatre. Bonjour à vous. Bonjour Maria Traoré. Maria Traoré, bonjour. Bonjour. Merci Maria Traoré, bienvenue dans notre émission Grand Angle. Bienvenue à vous aussi. Merci. Alors, je commencerai par vous, Maria Traoré. Alors, que pouvez-vous nous dire sur cette conférence de l'Union africaine sur l'éducation ? Bien, cette conférence qui démarre ce matin, bien sûr en présence de son Excellence Abdelmadjid Tebboune et le président Paul Kagame, c'est une rencontre continentale sur l'éducation, la jeunesse et l'employabilité en Afrique. D'ailleurs, son thème, c'est éduquer et qualifier notre jeunesse au service de l'Afrique. On sait que hier lundi, il y a eu une réunion ministérielle qui a regroupé une trentaine de ministres en charge de l'éducation à l'ancien palais de congrès pour préparer cette grande rencontre qui a pour objectif de proposer des solutions aux obstacles et aux différents problèmes de l'éducation dans le continent. Et quels sont les participants à cette importante conférence ?
Il y a bien sûr des présidents, il y a des ministres et il y a des bailleurs qui financent pour une éducation de qualité en Afrique. En Mauritanie, il y a aussi la participation du Haut Conseil de la jeunesse, Oui, des syndicats et des personnes de la société civile actives dans l'éducation. oui, Je pense que cette rencontre où les présidents africains vont certainement croiser leur ambition et leur expérience dans le domaine de l'éducation est venue à un moment opportun. Parce qu'on sait que beaucoup de systèmes éducatifs actuellement sont défaillants. En Mauritanie, on est dans une pleine réforme de l'éducation. très bien. Et je pense que c'est une rencontre qui est venue à point nommé. Car on sait aussi que la base de la paix et la stabilité, c'est l'éducation. L'éducation des jeunes, c'est l'emploi. Et ce sont ces problèmes qui sont la base de tous les extrémismes qu'on voit actuellement en Afrique. Oui, très bien, Maria Traoré. Restez avec nous. Nous avons encore beaucoup de questions à vous soumettre. Ahmed Ben Saada, en quoi cette conférence de l'Union africaine est-elle importante? Le fait qu'il y ait, que l'on assiste à la participation de nombreux présidents montre que l'Afrique, les pays africains accordent beaucoup d'importance à l'éducation. Alors, très certainement, ce qu'il faut dire, c'est que l'Afrique a besoin de l'éducation pour se développer. Et puis, l'Afrique connaît un taux donc de jeunes non scolarisés extrêmement important. On compte environ 98 millions de jeunes entre 6 et 18 ans qui ne sont pas scolarisés. Et donc, cela nécessite en fait un effort extrêmement grand au niveau de l'Union africaine, mais aussi au niveau des organismes qui sont en charge de l'éducation pour régler ce problème. L'Afrique ne peut pas se développer sans une éducation en bonne et due forme. Donc, la nécessité d'une éducation de qualité, d'une éducation qui est inclusive, une éducation qui ne fait pas la différence entre les garçons et les filles, une éducation qui ne fait pas la différence entre les riches et les pauvres, une éducation qui ne fait pas la différence entre le secteur public et le secteur privé, doit se faire nécessairement pour amener ce continent vers un horizon positif. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que le choix de la Mauritanie est très important parce que la Mauritanie a élaboré une loi d'orientation concernant l'éducation en 2022. Et elle a aussi fait l'objet. Je crois que nous avons perdu Ahmed Ben Saada. Bon, l'équipe technique s'attelle pour reprendre contact avec lui. En attendant de le retrouver, Ahmed Kateb, quel constat quel bilan pouvons-nous faire du système éducatif en Afrique? Que peut-on dire sur le système éducatif en Afrique? Alors, pour le constat, il est oui, dramatique, plutôt. il faut dire qu'il y en est, et c'est pour ça que l'Union africaine a choisi l'année 2024, année de l'éducation en Afrique. Oui. Donc, comme Ahmed vient de le dire, près de 100 millions de jeunes africains ne sont pas scolarisés, alors qu'ils sont en âge de l'être. Il y a 25% des Africains qui sont âgés entre 15 et 24 ans, qui ne sont ni en cours d'études, ni dans l'emploi, ni en formation. Oui. Il y a un déficit de 15 millions d'enseignants pour la seule Afrique subsaharienne, Oui. pour l'enseignement primaire et secondaire. Et en tout cas, la statistique, elle est effarante. 9% seulement de la population africaine a accès à l'enseignement supérieur, alors que la moyenne mondiale se situe autour de 38%. Donc c'est dire
l'énorme retard accusé par le continent, et ce retard est dû bien évidemment aux multiples siècles de colonialisme, Oui. de pillage et d'appauvrissement des peuples africains par les colonisateurs européens. Et on voit aujourd'hui, malgré tous les efforts consentis par de très nombreux États, notamment l'Algérie, notamment, on va citer quelques États présents à Nouakchott, le Rwanda. Donc il y a eu des efforts considérables qui ont été consentis, mais malgré cela, il reste un déficit, il y a un gap énorme également à combler, et c'est justement l'objectif de cette rencontre à Nouakchott, c'est d'arriver à mettre en place des politiques africaines à même de permettre au peuple africain de dépasser ce retard. Ahmed Kateb, d'ici 2030, l'Afrique détiendra la plus grande masse de jeunes au monde, avec environ 500 millions de personnes âgées entre 15 et 24 ans. Bien évidemment, ce dividende démographique représente une formidable opportunité, mais il s'agit là aussi une grave pénurie de compétences risque de menace d'entraver les progrès. Donc aujourd'hui, il est extrêmement urgent de mettre en place une école inclusive capable de répondre aux multiples défis qu'affronte l'Afrique. D'où l'urgence, c'est-à-dire 2024, on est à moins de 6 ans, puisqu'on est à la fin de l'année, on est à près de 5 ans de l'objectif 2030. Donc la population jeune en Afrique équivaudra à 1,5 milliard de personnes, et c'est quelque chose de tellement, important. C'est un vivier formidable, mais c'est également une bombe à retardement si elle n'est pas prise à temps. Maintenant, les stratégies panafricaines, pilotées par l'Union africaine, pilotées par les 5 régions, pilotées par chaque État dans son domaine de compétences, sont là pour pouvoir justement réduire le risque d'une explosion de l'ignorance, de la malformation, de la non-formation, de la non-scolarisation d'ici 5 ans. C'est pour cela que l'Union africaine met l'accent aujourd'hui, et c'est le but justement de cette conférence, parce qu'il faudrait dire que c'est le triptyque éducation, jeunesse et employabilité vont de pair. On ne peut pas parler d'éducation sans jeunesse et enfance. Bien sûr. La jeunesse, c'est le moteur de l'avenir, et pour que cette jeunesse soit efficace et efficiente, il faut qu'elle soit d'abord éduquée, enseignée, formée et injectée dans le marché de l'emploi pour pouvoir créer de la richesse. Merci beaucoup, Ahmed Kateb. Je rappelle que vous avez été un ancien directeur de Canal Algérie. Actuellement, vous êtes chercheur en sciences politiques. Moukran Touarabi, alors, le rapport 2023 sur l'avenir de l'emploi du Forum économique mondial souligne que l'Afrique aura besoin de 23 millions de diplômés, rien qu'en matière d'enseignement des sciences, des technologies, des mathématiques, aura besoin de 23 millions de diplômés supplémentaires d'ici à 2030 pour occuper des postes importants, critiques dans les domaines de l'ingénierie, des soins de santé et des technologies. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Afrique, les pays africains ont le potentiel suffisant justement pour avoir ces 23 millions de diplômés ? Écoutez, il y a des disparités. Tous les pays africains ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a des pays qui se distinguent par leur système éducatif, par un niveau de scolarisation quasiment à 100%. C'est le cas de l'Algérie et d'autres pays africains. Mais effectivement, au niveau de l'Afrique subsaharienne, surtout, il y a beaucoup de pays dont les niveaux de scolarisation
nations sont très faibles, en tête desquelles il y a le Libéria, qui est quasiment 60% des enfants en âge d'être à l'école ne le sont pas malheureusement. Et il y a aussi d'autres pays qui sont touchés par le terrorisme et d'autres conflits qui favorisent justement ce phénomène qui empêche les enfants d'aller à l'école. On peut citer le Nigeria aussi, il y a le Sud-Soudan, il y a aussi le Soudan lui-même. Voilà, donc est-ce que l'Afrique va pouvoir dans le contexte actuel, relever ce défi? Effectivement, ça va être difficile. Je le dis encore une fois, il y a des disparités, ça va être difficile, tant les besoins sont immenses, que ce soit en termes d'infrastructure. D'abord, l'élément central, c'est la stabilité, parce que sans stabilité, il ne peut pas y avoir justement un enseignement sain et de qualité. Déjà, l'accès à l'école nécessite justement la sécurité. C'est un élément central. Donc il y a la stabilité et il y a aussi les moyens. Et il y a les moyens dont disposent les États. Il y a des États qui ne sont pas capables de fournir les infrastructures nécessaires, ni même de former les formateurs, donc les enseignants qui vont prendre en charge tous ces enfants. C'est des défis immenses. L'UNICEF a déjà relevé les efforts qui ont été consentis au cours de ces 10 dernières années pour améliorer un tant soit peu l'accès justement à l'enseignement aux enfants, justement au niveau primaire et au niveau secondaire et carrément même au lycée, mais ça reste en deçà des besoins et des rattrapages nécessaires dont ont besoin beaucoup de pays africains. Aujourd'hui, ce sommet, justement, aussi, c'est pour essayer de mobiliser tout l'argent nécessaire à financer, apporter des réponses aux défis en termes d'éducation auxquels est confronté le continent. L'UNICEF a souligné que l'Afrique a besoin de à peu près de 80 milliards de dollars pour justement pouvoir garantir aux pays d'atteindre les objectifs au niveau national, d'abord aux pays qui sont concernés. Donc c'est immense, c'est beaucoup de moyens que l'Union africaine doit trouver. Voilà, donc l'objectif de ce sommet, c'est justement d'essayer de trouver des solutions qui vont permettre à tous ces pays de relever les défis en termes d'éducation qui sont justement des défis importants pour le développement de l'Afrique. Oui, très bien. Ahmed Messaada, je suis content qu'on ait pu reprendre contact avec vous. Alors, l'Afrique est confrontée à des défis importants, on vient de le dire, en matière, pour assurer une éducation, rien que pour les sciences, la technologie et les mathématiques. Donc, il y a beaucoup de défis à surmonter. Parmi ces défis, vous les avez cités vous-même, hein, tout comme vient de le faire Ahmed Kateb et Mqranait Touarabi. Il y a un problème d'infrastructures inadéquates, il y a une pénurie d'enseignants, il y a un écart persistant entre les genres. Il y a aussi le problème de la fuite des cerveaux. L'Afrique est probablement l'un des continents qui aujourd'hui souffre le plus de ce phénomène dit de la fuite des cerveaux. Aujourd'hui, comment retenir justement les compétences en Afrique pour qu'elles puissent former de jeunes Africains ? Alors là aussi, c'est un problème de développement global. C'est pas un problème qui touche juste l'éducation. C'est-à-dire que il faut augmenter le niveau de vie, il faut augmenter les conditions justement de vie des gens qui sont diplômés, et aussi, surtout, faire une adéquation entre la formation et les besoins en termes de compétences. Souvent, on a des formations, des gens qui sont formés et qui sont directement chômeurs parce que leur domaine de formation n'aboutit pas à un emploi dans le pays donné. Donc, les gens sont plus ou moins obligés d'aller dans d'autres pays. Mais c'est sûr que actuellement, la stabilité politique des pays
en fait, la volonté de prendre en charge les pays, les ressources du pays, l'indépendance par rapport à des puissances étrangères, tout cela joue. C'est-à-dire que, en fait, la politique des pays, la politique souveraine de chacun des pays a un impact justement sur cette fuite des cerveaux. Les gens ne s'expatrient pas pour le plaisir, les gens s'expatrient parce qu'ils ont des problèmes dans leur pays d'origine et vous savez comme moi que tous les gens qui sont à l'étranger, quand on les rencontre, ils ont un attachement extrêmement profond avec leur pays d'origine et leur vœu, ça serait de revenir justement dans leur pays d'origine. Mais en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que la diaspora elle-même peut être cette richesse humaine qui est à l'étranger, peut être aussi utilisée dans un autre sens, c'est-à-dire dans le sens du nord vers le sud pour justement aider les pays à se développer. Et je pense qu'on ne fait pas assez d'efforts justement pour utiliser la diaspora qu'on a à l'étranger, de toute la diaspora des pays africains. Il n'est pas utilisé à sa juste valeur dans les pays d'origine. C'est un gisement extraordinaire. Exactement, c'est un gisement extraordinaire. Vous savez, il y a des pays qui exportent des cerveaux dans différents domaines, des domaines techniques, les domaines médicaux, les domaines du savoir. Il y a beaucoup d'Africains à la NASA, par exemple. Exactement, qui font le bonheur des pays occidentaux. Et il y a même aussi, en fait, un mouvement justement de mobilité intra-africaine qui devrait être aussi développée pour justement essayer d'aider les pays qui en ont besoin. Un mouvement, disons, sud-sud qui serait très intéressant aussi à développer. Donc, il y a d'un côté quelque chose de négatif, quelque chose à améliorer dans la gouvernance des pays, dans la gouvernance liée justement au système d'éducation pour former des gens dont on a besoin, donc ne pas former des chômeurs en puissance, mais il y a aussi d'un autre côté l'utilisation de la diaspora à bon escient, et la diaspora est toujours prête à aider les pays d'accueil. Très bien. On revient vers vous dans quelques moments, Ahmed Ben Saada. Maria Traoré, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Allô, Maria Traoré? Je crois que nous avons perdu Maria Traoré. Je suis en direct avec vous. Ah, très bien. Maria Traoré, est-ce que vous avez une idée des principaux axes qui seront développés lors de cette conférence africaine sur l'éducation, une conférence qui, je le rappelle, est placée sous l'égide de l'Union africaine? Oui, effectivement, cette conférence abordera la feuille de l'Union africaine qui se base sur l'agenda 2063 qui est lancé cette année, qui souligne l'impératif de catalyser une révolution de l'éducation et des compétences pour pouvoir combattre ce phénomène lié non seulement au manque d'éducation, mais de l'emploi des jeunes. Comme vous voyez, à parler des fuites des compétences, des enseignants, des cerveaux, même des jeunes, on a notre jeunesse qui migre. Donc, le phénomène aussi de la migration certainement reviendra dans cette conférence. Parmi les problèmes liés au manque d'éducation adéquate ou de formation qui répondent aux besoins du marché. Oui. Actuellement, en Mauritanie, on a la loi d'orientation. L'école publique est en train, depuis 2 ans, d'être transformée en une école républicaine. Des centres de formation professionnelle et technique accueillent actuellement des élèves pour former le maximum de jeunes dans les BTP. Parce qu'on a vu aussi qu'en Mauritanie, il y a un manque cruel de formation professionnelle. Ici, c'est la main-d'œuvre étrangère qui exécute réellement beaucoup de projets qui peuvent absorber le chômage. Très bien.
Donc certainement, ces axes reviendront, d'où la formation, mais aussi d'où aussi les problèmes de financement de l'éducation. Oui, oui. C'est vrai qu'il y a des pays qui manquent cruellement de financement pour justement mettre à niveau leur système éducatif. Merci beaucoup, Maria Traoré. Restez toujours avec nous. Ahmed Kateb, est-ce que la tenue de cette conférence continentale sur l'éducation renvoie justement à une prise de conscience des présidents africains que la promotion de l'innovation, de l'esprit d'entreprise, de l'excellence dans les sciences, les technologies, les mathématiques est indéniablement essentielle pour atteindre les objectifs de développement durable que l'Union africaine s'est fixé d'atteindre à l'horizon 2063. Plus que jamais, parce qu'on est obligé de maîtriser les nouvelles technologies, les technologies de pointe, la nanotechnologie, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on voit à travers le monde des politiques publiques très avancées et très ambitieuses pour pouvoir maîtriser ces nouveautés technologiques. Pour y parvenir, les Africains doivent non seulement rattraper le retard, Oui. le combler pour pouvoir avancer sur ces sentiers. Et c'est quelque chose de très important et de fondamental que les chefs d'État, que les gouvernements africains s'approprient justement cette volonté et aillent de l'avant afin de pouvoir mettre en place les jalons de politique publique nationale Oui. et de politique continentale pour pouvoir atteindre les objectifs de l'Afrique 2063. C'est quelque chose d'extraordinaire et l'ambition est grandiose. Les Africains ont pu, de par le passé, démontrer des capacités formidables de résilience et c'est pour ça que l'éducation aujourd'hui est un élément central. C'est pas par hasard que c'est l'objectif de développement durable numéro 4, ODD 4, pour pouvoir avancer et arriver justement à bâtir cette Afrique éduquée, cette Afrique dont les élèves, dont les jeunes ont et bénéficient de formations de qualité, d'éducation de qualité, de savoir et d'expérience dans le domaine professionnel. Et c'est ça, je pense, la clé de la réussite pour les peuples africains à l'avenir. Les Africains ont toujours su, Oui. et c'est historique, ont toujours su maîtriser le savoir. Dans n'importe quel village au fin fond de l'Afrique, il y a une école. Fut-elle une école traditionnelle. Mais Il Ahmed y a Kateb, justement Ahmed cette Kateb, volonté d'aller Oui. vers une institutionnalisation de ces savoirs. Ahmed Kateb, justement, alors en plus des défis anciens auxquels l'Afrique doit faire, aujourd'hui il y a des défis nouveaux auxquels l'école doit aussi affronter et doit maîtriser. Parmi ces défis nouveaux, il y a par exemple la problématique des énergies renouvelables, la problématique des changements climatiques. Et là, tel que l'école est conçue aujourd'hui, du moins tel que certains systèmes éducatifs en Afrique sont conçus aujourd'hui, ces défis ne peuvent pas être pris en charge. Oui, le problème qui se pose, justement, c'est que l'Afrique est l'un des continents les plus impactés par les changements climatiques. Oui. Et l'Afrique est également et surtout un gisement en énergie renouvelable. Oui. S'il n'y a pas adéquation dans les programmes, s'il n'y a pas une conscience qui est greffée chez l'enfant depuis sa prime enfance pour pouvoir maîtriser, capter, comprendre ces enjeux, expliquer ce qui lui arrive dans son environnement direct, tel que la sécheresse, les inondations, la désertification. L'enfant ne pourra pas, demain, adulte, affronter ces phénomènes. S'il n'y a pas une appropriation, si on ne lui inculque pas justement
les tenants, les aboutissants, les ressorts, les enjeux de ces problématiques aujourd'hui, il ne pourra pas demain se les approprier. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être revoir toute cette matrice de l'enseignement et d'aller de l'avant pour inculquer à ces enfants que les défis de demain se préparent aujourd'hui. Sans compréhension aujourd'hui chez l'enfant des défis auxquels il fera face demain lorsqu'il sera adulte, il ne pourra pas justement les affronter. Merci beaucoup Ahmed Kateb. Mqrana et Touarabi, alors les pays africains font beaucoup d'efforts, déploient beaucoup d'efforts pour combattre, pour lutter ou pour diminuer le phénomène des enfants non scolarisés. Mais malgré les efforts consentis depuis 2010, il reste à ce jour à peu près 98 millions d'enfants non scolarisés en Afrique. C'est énorme, Mqrana et Touarabi. Alors aujourd'hui, il apparaît clairement que le défi est double. Alors, faire en sorte que chaque enfant africain puisse trouver une place pédagogique. Et l'autre défi, c'est d'adapter les programmes scolaires, les systèmes éducatifs africains aux exigences de l'heure. Tout à fait, il y a un double défi effectivement. Le premier défi, c'est effectivement d'élargir l'assiette, d'essayer d'atteindre, de faire le plein en termes de scolarisation des enfants, qui était déjà en soi un défi immense pour beaucoup de pays en Afrique. Parce que c'est comme ça qu'on peut justement développer et donc créer une assise qui permettrait justement de former l'élite de demain. Si on ne donne pas accès à tous les enfants, accès à l'école, on ne pourrait pas, peut-être parmi ceux qui n'ont pas accès, on aurait perdu des génies qui sont là. Donc le but, le défi principal, c'est justement de permettre l'accès gratuit qui va permettre à toutes les couches des sociétés au niveau du continent africain d'accéder à l'école, de fréquenter l'école dès l'âge dès l'âge de 5 ou 6 ans en fonction des États. Ça, c'est un défi. Il y a des efforts qui sont faits pour justement améliorer la situation dans certains pays africains. L'amélioration a été relevée par l'UNESCO, qui est justement l'UNICEF, plutôt l'UNESCO, au niveau sur ce dossier. Il y a le deuxième point, c'est justement arriver à une école de qualité. Ça, c'est un défi aussi majeur pour justement pouvoir faire face aux évolutions en termes technologiques et préparer justement une Afrique prospère qui pourrait se prendre en charge à tout point de vue et ne dépendrait pas des technologies, du savoir-faire qui viendrait de l'extérieur. Par rapport à ça, effectivement, il y a aussi l'enjeu de pouvoir garder les gens que l'Afrique forme. Oui, les cerveaux. Tous ces cerveaux qui sont formés en Afrique pour qu'ils puissent justement contribuer d'une manière conséquente au développement des pays africains. Donc ce phénomène de fuite des cerveaux, c'est un autre point qui se greffe justement à cette problématique globale qui est justement de garantir une école pour tous et une école de qualité. Cela en plus, Mqrana et Touarabi, de veiller à ce qu'il y ait les enseignants en nombre suffisant pour former les jeunes élèves africains. Aujourd'hui, on aura besoin de 17 millions d'enseignants à l'horizon 2030. Donc il faut penser non seulement aux élèves, mais il faut aussi penser aux formateurs. Justement, l'éducation implique beaucoup de choses en même temps. Oui. C'est-à-dire, il y a les aspects qui sont liés à la sécurité, sachant que l'Afrique aujourd'hui, elle est minée par des conflits de basse intensité, certes, mais qui impactent d'une manière directe justement le système éducatif de ces pays. D'abord parce qu'il y a des coupes budgétaires quand il y a des crises, donc il y a l'effort militaire qui est sollicité, donc souvent se fait au détriment d'autres secteurs, et le premier qui est impacté, c'est l'éducation. Et quand il y a
l'insécurité. Donc, les enfants sont empêchés d'aller à l'école. Donc, ils fréquentent pas l'école. Donc, ça aggrave ce phénomène. Et à tout cela s'ajoute la pauvreté. Il y a aussi des enfants qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école. Donc, ils ne sont pas envoyés à l'école. Et à cela s'ajoute aussi les pandémies qui affectent l'Afrique. Vous savez que l'Afrique, il y a beaucoup de... La pandémie de Covid-19 a énormément impacté l'Afrique. La pandémie et l'école africaine. Et beaucoup de maladies aussi qui se propagent dans ce continent et qui doivent aussi trouver des solutions durables pour que l'enfant africain puisse évoluer dans un environnement sain, un environnement qui va lui permettre justement d'apprendre, de se préparer pour l'avenir. Alors juste pour nos amis auditrices et auditeurs, la région qui souffre le plus des conflits, c'est le Sahel. Et justement, ces conflits ont entraîné la fermeture de 14 000 écoles, ce qui est bien évidemment extrêmement dramatique et extrêmement grave. 24 pays souffrent du phénomène du terrorisme. Et le premier secteur qui en souffre le plus, qui en est impacté le plus, c'est bien sûr le secteur de l'éducation, ce qui a entraîné, comme je viens de le dire, la fermeture de 14 écoles. Ahmed Ben Saada, un sujet que vous connaissez bien, c'est celui de la recherche scientifique. Alors, beaucoup de pays africains n'investissent pas suffisamment dans l'éducation. Il y en a beaucoup aussi qui n'investissent pas dans la recherche et dans le développement. L'Afrique est à la traîne par rapport à la moyenne mondiale en termes de chercheurs par habitant, ce qui limite sa contribution au savoir mondial. Alors, avec seulement 0,59% de son PIB consacré à la recherche et au développement, contre une moyenne mondiale de 1,79, l'Afrique contribue à moins de 1% des résultats de la recherche mondiale. Comment inverser cette tendance, Ahmed Ben Saada ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le problème de la recherche n'est pas un problème isolé. En fait, c'est une conséquence. Quand on a, par exemple, comme vous l'avez dit, 98 millions d'enfants en âge d'être scolarisés qui ne vont pas à l'école, quand vous avez 9 enfants scolarisés sur 10 qui ne peuvent pas lire ni comprendre un texte simple à l'âge de 10 ans, vous ne pouvez pas avoir des universités où il y a un développement de la recherche. C'est sûr que ces chercheurs doivent, être formés dès leur plus jeune âge et être choisis ou dirigés vers le domaine de la recherche. Et il faut aussi que les jeunes, on peut les garder dans le continent. Le problème, en fait, de l'éducation est un problème qui est lié justement à son application. C'est-à-dire que l'investissement dans l'éducation n'est pas un investissement à court terme. Et c'est ça le problème, c'est que la plupart des dirigeants, lorsqu'ils ont des problèmes dans leur pays, vont aller résoudre des problèmes dont on voit la solution à court terme. Mais l'enseignement, c'est un investissement qu'on voit après justement une cohorte ou une génération. Donc, il faut avoir le courage d'investir dès le début de le plus jeune âge pour justement aller cueillir les fruits de cet investissement. Et la plupart des pays qui ont des problèmes sociaux, des problèmes politiques, des problèmes de malnutrition, etc., ou de famine ou de maladie, n'ont pas ce réflexe-là. Alors qu'on devrait avoir le réflexe justement d'investir dans la jeunesse, parce que c'est la jeunesse qui va aller aux universités et faire de la recherche. Autre chose, la recherche qu'on doit faire, elle doit être directement applicable aux besoins de la société. Et souvent, nous avons des gens qui font de la recherche dans des pays africains qui sont en fait dans des publications vont aller directement dont vont bénéficier les pays occidentaux parce que justement l'applicabilité de ces recherches ne sont pas directement visibles sur la société. Et en fait, c'est le problème du publish or perish, c'est-à-dire que de notre côté, les chercheurs doivent absolument publier dans leur domaine
pouvoir accéder à des statuts supérieurs, etc. Et donc, on doit avoir non seulement une politique de recherche qui est directement applicable dans les pays et par rapport à leurs besoins, par rapport à ce qu'ils veulent avoir dans leur pays comme stratégie industrielle ou économique, etc. Donc, et puis, j'aimerais bien à ce moment-là citer une fameuse axiome, c'est que les gens trouvent que l'éducation est chère, mais si on trouve que l'éducation est chère, essayez donc l'ignorance, parce que l'ignorance coûte encore beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Merci beaucoup, Ahmed Ben Saada. Alors, juste une dernière question avant de finir avec ce sujet de l'éducation en Afrique. Ahmed Kateb, alors, le président de la République est à Nouakchott. Cela montre tout l'intérêt que l'Algérie en général et le président de la République accordent au secteur de l'éducation, au thème de l'éducation. L'Algérie investit beaucoup dans le secteur de l'éducation. Alors si je ne me trompe pas, le secteur de l'éducation est le second plus grand budget de l'État, après celui du ministère de la Défense nationale. L'Algérie... je crois qu'elle registre le plus fort taux de scolarisation en Afrique. Est-ce que justement l'Algérie est en bonne voie justement pour faire en sorte que son système éducatif colle avec les exigences justement du XXIe siècle en termes de formation et de programme? D'ailleurs, le président de la République, pour sa campagne électorale en 2019, avait même préconisé la modernisation du système éducatif. Rappelez-vous, un de ses engagements était de permettre aux élèves, aux jeunes élèves algériens, de se doter de tablettes et alléger de ce fait leur cartable. Il y a eu de nombreux efforts qui ont été... Et se familiariser aussi avec les nouvelles technologies. Il y a eu des expériences pilotes très prometteuses pour pouvoir justement numériser les enseignements et aller de l'avant. Et je pense également au MOOC, c'est-à-dire comment arriver à faire de l'enseignement via des supports audiovisuels avec des méthodes très ludiques. Bien évidemment et bien sûr, la pandémie de Covid-19 a obligé pratiquement tout le monde à adopter la méthode de l'enseignement à distance. Et on a vu que la numérisation a bien fonctionné. Ça a été pris en charge par l'Éducation nationale à travers la chaîne du savoir, Qanat al-Ma'rifa, de l'EPTV et davantage de supports sur YouTube. Il y a un effort perpétuel qui est fait pour arranger, pour permettre à l'élève algérien d'avoir un programme scolaire le plus adéquat et le plus en rapport avec les exigences de la modernité. Le taux de l'analphabétisme a été diminué et il passe à 8%, et l'objectif de l'Algérie est de passer à 0% justement d'ici l'horizon 2030, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc il y a un effort considérable. La société civile s'engage également auprès des pouvoirs publics pour pouvoir, à travers un dialogue constructif, pour pouvoir permettre à nos enfants, à nos élèves d'avoir la meilleure éducation qui soit, et les pédagogues sont là pour accompagner tous ces efforts qui seront traduites par des politiques publiques en éducation nationale. Très bien. On citera également la création de nouveaux instituts, dont certains se spécialisent aussi dans l'enseignement des mathématiques, de la cybercriminalité, de l'intelligence artificielle. C'est pour l'enseignement supérieur. Cela pour l'enseignement supérieur. Alors, je crois que nous en avons fini avec la thématique de l'éducation en Afrique. Passons maintenant aux relations algéro-mauritaniennes. Alors, Maria Traoré, nous l'avons vu, le président Tebboune est en Mauritanie depuis hier lundi. Il a été accueilli chaleureusement par son homologue mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani.
Que pouvez-vous nous dire sur les relations algéro-mauritaniennes vues de Nouakchott? Euh, on sait que cette visite de travail de son Excellence le président algérien Abdelmejid Tebboune en Mauritanie, et c'est une visite de travail, mais aussi elle est historique, car elle dénote d'ailleurs des excellentes relations entre la Mauritanie et l'Algérie, et l'évolution de ces relations bilatérales, socio-économiques, et qui ne datent pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, à Nouakchott, on a vu l'ouverture d'une banque algérienne, et c'est pas courant dans tous les pays africains. Il y a aussi la construction de la route Tchendiouf-Zouairat, qui sera vraiment euh, des passerelles pour renforcer ces liens algéro-mauritaniens qui sont quand même pas des moindres, surtout en Afrique. Il y a aussi les différentes formes d'opportunités de travail et d'échange entre la Mauritanie et l'Algérie. Actuellement, dans le domaine de l'éducation, de la santé, la première greffe mauritanienne a été réalisée à Alger, et puis l'équipe algérienne qui avait dans les années 80 mis en place le premier centre de démondialisation à Nouakchott. On fait cette même opération à Nouakchott il y a à peine un an. Je pense que ces relations historique dans tous les domaines, et aussi dans un partenariat gagnant. Parce qu'en fait, l'Algérie, dans sa politique, dans sa vision, ne cherche pas à dominer l'Afrique. Par contre, elle épaule, elle aide et elle soutient. Donc ça aussi, il faut bien le noter, parce que certains ne savent pas ce caractère particulier à l'Algérie. Ils sont habitués à cette force. Fraternelle. Ces liens fraternels et dans toutes les dimensions. C'est pas pour vous jeter des fleurs, mais c'est la réalité. Chez nous, on dit quand on parle de réalité, c'est bien de s'en flatter. On espère que ces relations se développeront plus. Avec l'expérience de l'Algérie dans le domaine de l'éducation et de la formation, j'espère que la Mauritanie pourra en tirer largement profit, parce qu'on a vraiment un grand chantier dans ce domaine. Et aussi la coopération diplomatique mauritanienne. Je pense que de tout temps, même avant même les indépendances, a été très bonne entre la Mauritanie et l'Algérie. Très bien. Merci beaucoup, Maria Traoré. Mkoulana Touarabi. Alors, le président mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani s'est rendu plusieurs fois à Alger. Maintenant, c'est au tour du président Tebboune de se rendre à Nouakchott. Les deux pays fixent la barre assez haute pour leurs ambitions. Il y a une volonté de coopérer dans pratiquement tous les domaines. Avant le départ du président Tebboune à Nouakchott, je rappelle juste que le chef d'état-major de l'ANP avait effectué en octobre dernier une visite de 3 jours dans la capitale mauritanienne. Il y a véritablement une volonté d'aller loin une volonté des deux pays d'aller très loin dans leur coopération bilatérale. Oui, tout à fait, on le voit chaque jour, justement, depuis l'arrivée des deux présidents, en fait, parce que ils ont commencé leur mandat ensemble pratiquement en 2019, Oui. l'arrivée du président mauritanien et du président algérien, et depuis, il y a une sorte d'approche justement d'une vision profonde pour développer les relations entre les deux pays, une vision qui dépasse même les pays, c'est une vision continentale de leurs relations, de par leur positionnement géographique qui sont très, très complémentaires justement entre les deux pays. Donc, L'Algérie a accès à l'Atlantique alors que la Mauritanie a
plutôt l'Algérie a accès à la Méditerranée alors que la Tout à Mauritanie a fait. accès à Donc, l'Atlantique. la Mauritanie a un C'est accès 800 vers les 800 marchés kilomètres de côte. méditerranéens et européens. Et l'Algérie aussi a la Mauritanie, un pays frontalier et qui a une profondeur au niveau de l'Afrique de l'Ouest qui pourrait justement permettre de renforcer les échanges économiques entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord et la Méditerranée d'une manière générale. Donc il y a cette vision stratégique adoptée par les deux pays durant la visite du président mauritanien en 2021 en Algérie qui a qui a balisé le terrain pour une relation justement stratégique à long terme en lançant plusieurs fronts et en ouvrant plusieurs fronts et en menant plusieurs actions en même temps, à la fois sur le plan économique bien évidemment, sur le plan Commercial aussi. commercial. La journaliste de Nouakchott a Maria signé Traoré. quelques projets qui ont été lancés. Il y a eu l'ouverture d'une ligne maritime entre l'Algérie et la Mauritanie. Il y a eu La création d'une zone de libre-échange entre les deux pays. Le lancement justement d'une zone de libre-échange entre les deux pays. Et donc, il y a cette volonté de ici justement les relations économiques et commerciales à un niveau supérieur en diversifiant la coopération dans tous les domaines, y compris dans le domaine sécuritaire. Vous avez cité la visite Les deux pays affrontent des défis sécuritaires communs. Ils font front commun contre justement le double défi qui est de lutter contre le terrorisme et le trafic de drogue qui arrange la région. Et l'instabilité. Alors il nous reste à peine une toute petite poignée je vais y parvenir, une toute petite poignée de minutes. Nous allons donner le dernier mot à Ahmed Ben Saada. Alors, Ahmed Ben Saada, il y a des projets ambitieux entre l'Algérie et la Mauritanie. L'un de ces projets est la construction d'une route qui va relier la ville algérienne de Tindouf à la ville mauritanienne de Zouirat. Le coût du projet dépasse les 800 millions de dollars. Le projet sera réalisé entièrement par des entreprises algériennes. Et c'est un axe qui bénéficiera bien évidemment aux deux pays. Alors, que pouvez-vous nous dire brièvement sur les relations algéro-mauritaniennes et les perspectives justement que peuvent offrir ces bonnes relations entre les deux pays? Alors, ce qu'il faut dire, juste pour abonder dans le sens de votre invité sur le plateau, Monsieur Tebboune, le président algérien, a été élu en 2019 et réélu en 2024. Et c'est le même cas pour le président mauritanien. Donc, ce qui fait, en fait, cette continuité, cette stabilité a permis justement de développer des relations assez particulières entre les deux pays. La visite du président Tebboune après, disons, 37 ans de la dernière visite d'un président algérien en Mauritanie peut être considérée comme historique et très intéressante parce que, en fait, vous avez bien dit, la construction d'une route. Donc, la construction des routes entre les pays est un symbole au-delà de la prouesse technologique, etc., au-delà de l'argent qui va être investi, ça prouve une volonté de collaborer entre ces deux pays et de faire de la construction de ce Maghreb quelque chose de très concret, de très positif. Et en fait, ce qu'il faut voir aussi, c'est que il y a eu pas mal d'autres réalisations entre les deux pays. Il y a eu des expositions des pays algériens. Il y a eu la visite du ministre de l'Énergie et des Mines en juin 2022 en Mauritanie, et même en fait cette amitié s'est vue justement par la présence du président mauritanien lors des festivités du 70e anniversaire du déclenchement de la révolution algérienne. Donc tout cela fait que les relations entre les deux pays sont des relations extrêmement intéressantes, extrêmement respectueuses de chacun des pays et qui ne visent que la prospérité et la paix dans cette région du monde. Très bien. Une coopération qui aura des impacts positifs sur toute la région, bien évidemment.
Merci beaucoup Ahmed Ben Saada pour avoir eu la gentillesse de répondre favorablement à notre invitation. Merci Moukran. Je remercie également Ahmed Kateb et Maria Traoré. C'était le mot de la fin. Vous l'aurez compris, chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Nous arrivons au terme de cette émission consacrée aux relations algéro-mauritaniennes, à la visite du président Tebboune en Mauritanie et au système éducatif en Afrique. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. À la réalisation, il y avait Khaled. À la console technique, il y avait également Ahmed. Je n'omets pas également de remercier l'équipe multimédia d'Ifriqiya FM qui fait un travail admirable. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.